Et alors là, c'est une cure de jouvence pour moi et pour vous qui nous regardez, bien sûr, parce qu'on a avec nous Benny B. Bonjour Benny. Salut, merci de m'inviter. Merci Ah ben pour non, mais c'est l'accueil. un plaisir, c'est un plaisir. Voilà, évidemment, si je vous dis BE2NYB, ça y est, on y est, dans les années 90, mais pas seulement, parce que Benny B existe encore, et toi, tu tournes encore en France, et on te demande de plus en plus même. Ouais, je suis étonné moi-même, me demande pas comment je fais, mais voilà, c'est vrai qu'il y a le Revival 90, et du coup, je fais partie de ces artistes qui sont très très sollicités pour des plateaux multi-artistes un peu partout en France, en Belgique aussi, là où je vis, mais la France, la grande majorité de mes dates sont en France, et c'est incroyable, quoi. On verra tout à l'heure ton parcours depuis la Belgique jusqu'en France, parce que tu as habité en France aussi. Tu es un artiste français pour tous les Français, parce que tu nous as tellement accompagnés dans nos soirées depuis les années 90, avec surtout un titre. Il n'y en a pas qu'un, il y a eu même plusieurs albums, mais il y a un titre, c'est « Mais vous êtes fous ». Et c'est le titre, c'est même ton titre de casting. Ouais, effectivement, en fait, c'est le titre avec lequel j'ai participé à un casting, et c'est comme ça que j'ai été choisi. Il n'était pas dans la configuration qu'on le connaît maintenant, mais c'est ce titre-là qui a permis d'être où je suis aujourd'hui. Et on parle le casting, c'était début 89. Début 89, Ouais. et là, ce titre, c'est quasiment le titre sur lequel tu vis aujourd'hui. C'est le titre qu'on te demande le plus en Ah oui, France. oui, oui, alors en Belgique, on s'amuse à dire qu'il fait partie du patrimoine. Je dirais qu'en France, peut-être aussi presque, hein. Ouais. Donc il est devenu culte en fait. C'est un titre culte. Et vous êtes fou. Alors, je pourrais dire qu'il m'a fait vivre jusqu'à une certaine période. Et aujourd'hui, c'est moi qui je m'amuse de dire que voilà, c'est moi qui fais vivre Vous êtes fou, Ouais. en cultivant et en gardant l'image que j'ai donnée déjà il y a 35 ans. Mais voilà, c'est avec ce titre-là que je travaille, et des medleys de mes autres titres un peu moins connus, ou connus pour certains, pour les plus pointus. Et voilà, et je fais 30 minutes de scène, et je m'amuse comme il y a 30 ans, quoi. Ouais, et tu amuses tout le monde et toutes les générations, parce qu'évidemment, il y a les boomers, hein, ceux qu'on appelle les boomers, qui sont nés dans les années 70-80, qui ont vécu l'arrivée de « Mais vous êtes fous ». Et puis il y a tous les jeunes aussi, il y a les jeunes aussi qui te Oui, suivent. incroyable. En fait, ce qu'il y a, c'est que les parents viennent avec leurs enfants, les enfants découvrent Vous êtes fou. Et en fait, c'est comme ça que moi j'ai remarqué en fait que c'était un manque qu'il y avait chez les jeunes aujourd'hui, parce que même si le rap est devenu une des musiques les plus écoutées, elle est souvent proposée à une génération assez trash, hein, préadolescent. Ça parle d'amour, de drogue, de richesse, d'argent, de victoire, enfin voilà. Et du coup, les gamins sont un peu perdus. Et quand je chante ce titre-là, ils ont la même réaction que tous mes fans il y a 30 ans. Et en fait, ils découvrent un artiste sur scène qui performe, parce que je continue à danser. Ils découvrent une musique avec un rythme plus rapide qu'on a l'habitude d'entendre avec la nouvelle génération. Et surtout, ça met de l'ambiance, les gens chantent. Et moi, je me retrouve avec des jeunes fans qui me demandent sur les réseaux sociaux comme amis, et qui viennent me voir en concert. Non, mais tu parlais du patrimoine belge, c'est aussi le patrimoine français. D'ailleurs, il y a les consultants qui sont juste à côté de nous, là, on va faire le test. Mais vous êtes fous! Oh oui! Ah ouais. C'est incroyable. En fait, on l'a tous. Et dès que Sans quelqu'un... trucage. Sans trucage, évidemment. C'était pas prévu. Mais en fait, même quand on entend cette phrase, mais vous êtes fou, il y a le oh oui qui vient juste derrière. Tu as marqué vraiment notre culture. Moi, je pensais que tu étais français, pour tout te dire. Et en fait, en préparant cette émission, non, le petit Benny B, qui ne s'appelait pas encore Benny B à l'époque, il grandit à Bruxelles. Il naît et grandit à Bruxelles. Exactement. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, pendant longtemps, ont cru que j'étais français. Et en fait, non, je viens de Belgique, je viens de Bruxelles. Quel quartier? Alors, Molenbeek, hein, partez pas en courant. Non, Je viens de parce que- Molenbeek. Voilà, c'est un quartier dont on a beaucoup Voilà, parlé voilà, on a beaucoup au moment parlé. des attentats, etc. Ouais. Mais toi, tu le vis comme... c'est chez toi, quoi. En fait, c'est un quartier qui te fait grandir. Molenbeek, c'est plus que chez moi. Molenbeek, c'est une commune, hein. Bon, Molenbeek, c'est plus une commune, en disant que dans Bruxelles, il y a 19 communes. Et donc, Molenbeek, c'est cette commune qui m'a forgé, qui m'a créé, qui a écrit mon histoire, qui a fait ce que je suis devenu, qui a créé Benny B, en fait. Je dois beaucoup à Molenbeek. C'est là en tout cas, pour moi, je sais que dans la vie d'un jeune, l'adolescence et la préadolescence est la partie la plus importante. C'est là où on se construit, en fait. Et moi, je l'ai construite, ma vie s'est construite là à Molenbeek. Et c'est de Molenbeek que je parle quand je dis que je viens des quartiers soi-disant mal fréquentés. Parce que déjà, à l'époque, Ouais. ben voilà, il y avait des rumeurs, il y avait un cliché par rapport à ce Un peu quartier-là. ghetto. Mais voilà, mais en fait, non, c'était agréable, et ça reste toujours agréable de vivre à Molenbeek. Et donc, tu vis dans une maison, puisqu'on Ouais. parle immobilier, hein, tu vis dans une maison avec tes parents, vous êtes 9 enfants? On est 9 enfants, 6 garçons, 3 filles. Ouais. Mon père a toujours loué des maisons. C'était pas possible d'habiter
habité dans des appartements, donc on louait des maisons. Mon père n'a jamais voulu acheter en Belgique parce qu'il pensait toujours qu'il allait retourner au Maroc, même si ma mère n'était pas trop d'accord à l'époque avec ça, mais c'était sa vision des choses, donc on louait. Et la dernière maison avant qu'arrive mon succès, ça a été cette maison à Molenbeek. Voilà, une grande maison où on vivait. Déjà à cette époque-là, une partie des garçons qui étaient déjà plus qu'adolescents avaient quitté la maison, mais on était quand même assez nombreux. Chacun avait sa chambre? Alors non, on était 2-3 par chambre, Ouais. donc les grands frères étaient dans leur chambre. Je profitais toujours quand ils sortaient pour aller travailler, parce que c'était souvent, ils travaillaient dans des bars, dans des clubs videurs. Ouais. Et moi, j'allais toujours dans leur chambre en cachette, parce qu'ils n'aimaient pas, hein, les grands frères n'aiment pas qu'on rentre dans leur chambre. Et j'allais piquer leur vinyle que je mettais sur les disques, et j'écoutais tout ce qu'ils écoutaient, quoi. Mes frères, en fait, avec le recul, je les voyais un peu comme les Jackson 5. Mes frères, ils avaient les cheveux afro, ils avaient les chemises ouvertes, les chaînes, les pantalons pattes d'éléphant. Ils se regardaient devant le miroir et moi, je les regardais comme ça. Et c'était un peu un symbole pour moi. Et donc, tu es dans cette maison. C'est la maison du bonheur, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a que ton père qui travaille. Ces maisons-là, je parle vraiment dans les années 80. Hein, donc, c'est des maisons de maître. C'est des maisons à plusieurs étages, 3-4 étages, avec des caves. Et c'est des maisons où des gamins comme moi courent du matin au soir dans les escaliers avec la maman qui crie en disant « Arrêtez de courir, vous allez tomber ». Vous êtes fous, on n'a pas de portable, on n'a rien, mais on joue sur ces rampes d'escalier, on se laisse glisser, c'est des rampes d'escalier en bois, on descend dans les caves, on joue à cache-cache, à touche-touche. Donc on est dans ces maisons où on évolue et on est dans des communes où il n'y a pas beaucoup de parcs, il n'y a pas beaucoup de jardins, il y a beaucoup de béton, on est soit trop petit pour jouer dans la rue, c'est dangereux, ou soit, bref, on est dans ces maisons-là, et tout se fait dans la maison. Et moi, j'ai des souvenirs de malades. Et puis, il y a cet amour aussi, et puis il y a cet échange. Malgré qu'on était une famille nombreuse, il y avait des groupes qui se faisaient. Parfois, je jouais avec mes sœurs, parfois, je jouais avec mes frères, parfois, je jouais avec un tel frère et pas avec l'autre. Des fois, on se disputait. Donc, c'était un peu comme des Big Brothers, mais réels dans la maison. Et tu te fais une promesse? Je me fais une promesse dans une période qui est très, très difficile, hein, où mon père travaille seul. Il est chauffeur-livreur pour une brasserie. Ma mère est seule à élever les 6 enfants. Je perds un frère, malheureusement, qui décède à 23 ans, overdose. Il est dans la drogue, si on parle des années 80. Moi, j'ai 12 ans. Et je vois mes parents complètement démontés, mes frères. Et je dis à mes parents, je me rappelle de cette phrase, je dis « Si un jour, quand je serai grand, si jamais je suis riche, je vous achèterai une maison ». Et c'est une phrase qui reste dans ma tête, qui est dit comme ça, qui est lancée, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, j'avais envie de sortir cette phrase-là au moment où je les sentais au plus bas. Leur apporter du bonheur avec ce projet de maison. Exactement, je voulais les aider en fait, parce que je voyais, bon, mais les autres, ils étaient un peu insouciants, ils étaient à un âge où ils sortaient, c'était les filles, les boîtes et tout ça. Et moi, j'étais plus présent et je voyais. Et donc, j'ai commencé à 17 ans, j'ai dit à mon père, je veux quitter l'école. Je quitte l'école, il me dit, OK, à condition que tu travailles. C'est ce que je fais. Je trouve un travail dans une chocolaterie de grande marque, hein, chocolat belge. Parce que tu aimais le chocolat. Voilà, surtout aussi. Et puis, c'était, voilà, et donc je suis ouvrier à 18 ans. Hein, je quitte l'école, je suis ouvrier. Je n'étais pas mauvais élève, mais voilà, je m'ennuyais. Et puis, je voulais surtout aider mes parents. Donner de l'argent à tes parents. Je touche mon salaire et moi, je donne la moitié de mon salaire. Tous mes salaires, je donne à mes parents. Et je vois qu'avec ça, ça les aide. Et puis, moi, je suis gamin, je suis à la maison, je n'ai pas de facture. Avec la moitié du salaire, je suis riche. Je peux m'acheter des fringues, donc je suis bien, mais je suis content, je travaille. En parallèle de ce travail dans la chocolaterie, tu continues à écrire, à danser, voilà, parce que je suis danseur à la base. Et j'écris, et puis ça devient de plus en plus insistant, parce que je travaille, mais je me rends compte qu'après 2-3 ans dans l'usine, j'ai envie de faire autre chose. Et la chance fait qu'en 89, il y a un casting. Et, ils cherchent un talent. Ils cherchent un talent, c'est deux producteurs, un directeur de radio et un producteur qui se disent tiens, on a envie de faire. Ils avaient entendu parler du rap français dans l'underground, hein, et ils se disent on a envie de créer un groupe. Et puis moi j'arrive dans ce casting en dernier, qui était déjà fini, j'étais le dernier au courant, je n'étais pas au courant. Par hasard on m'appelle, on me dit il y a un casting, j'y vais. Ce jour-là j'étais à la maison. Ils ont déjà choisi quelqu'un et là tu arrives. C'est incroyable, ce qui est incroyable c'est que je suis à la maison. Je peux aussi bien me dire écoute le casting est fini, je reste chez moi, j'y vais pas. Je ne peux pas dire ce qui m'a... Il y a un truc qui te porte, voilà, et qui me porte vraiment jusque là-bas. J'arrive et les producteurs sont toujours là, ils avaient fini. Et le directeur de radio qui me connaissait parce qu'il organisait des soirées où j'allais danser, il me voit, il me dit on n'avait pas pensé à toi, je vais voir si l'autre producteur est toujours là. Effectivement, il accepte de m'écouter, je viens. Tu viens avec quel titre? Mon texte. Il n'y a pas de titre, je viens avec un texte. Et je viens avec un vinyle de Public Enemy. Et je mets le vinyle et je commence à rapper, mais je rappe vraiment comme les rappeurs de la rue. C'est-à-dire que je ne souris pas et je suis là, c'est un ego trip. Et je commence surtout
pas dans la structure que les gens connaissent. Aujourd'hui, tout le monde dit B-E-2-N-Y-B. Et en fait, le deuxième couplet, c'est « Merde, quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui hier ». Et en fait, mon rap commençait par ce couplet-là. Et il n'y avait pas de refrain, il était d'un coup. Et je viens, ils écoutent plusieurs fois, et puis ils viennent me dire « Écoute, tu as une très bonne diction par rapport à ceux qu'on écoutait avant. Il faut savoir que moi, je viens de Belgique. En Belgique, on a un petit accent belge. Et du coup, moi, je ne l'avais pas quand je rappais. Plus universel. Une bonne diction, ouais. voilà, c'est plus universel. C'était un rap positif, même si j'étais agressif dans mon truc. Et là, ils me disent, écoute, il y a deux conditions. Est-ce que tu es prêt à être un peu moins dur, à être truc, et surtout, est-ce que tu es prêt à qu'on utilise une autre musique que Public Enemy qui ne nous appartient pas? Est-ce que tu es prêt à et à mettre un refrain? Et moi, je travaille à l'usine. Ça fait des années que je danse dans la rue. Ouais. Donc je me dis, allez-y, on y va, ouais. Tant qu'à faire. Mais, tout en sachant qu'à cette époque-là, on n'a aucune notion de la célébrité, il n'y a pas de télé-réalité. Tu n'imaginais pas du tout ce qui allait arriver derrière. Juste avoir un single, venir chez mon père et ma mère et leur dire, voilà, c'est un vinyle où il y a ma photo, ça s'arrête là. Et ils me disent, écoute, c'est toi qu'on choisit. Là, je ne peux pas expliquer, mais je vous assure que les effets qu'on voit dans les films, quand on voit des images comme ça, quand on a l'impression que tout s'éloigne, que le sol s'en va, c'est ça que j'avais. Moi, j'ai volé pendant tout un moment. Et la première chose que je dis à tout le monde, et ça c'est important de savoir, ce bonheur-là, j'avais besoin de le partager. J'avais besoin de dire à quelqu'un ce que je ressentais. Et quand je suis sorti, j'ai vu tous ceux qui étaient au casting avant moi, des gens que je connaissais, des jeunes que je connaissais, d'ailleurs avec qui je me suis embrouillé parce que j'avais l'impression qu'ils m'avaient trahi. Et donc je leur ai annoncé que c'était moi qui avais été choisi alors qu'ils étaient tous au casting. Et voilà, et c'est parti de là. Donc après là, je continue à travailler à l'usine. Mais j'étais en studio. Le studio, c'est pas comme aujourd'hui. Vous êtes fous, c'est fait quand même pendant 3, 4, 5 mois. Donc j'étais du matin au soir au studio quand je travaillais pas. Quand je travaillais, j'y ai pas. Et puis le single est sorti. Et attends, parce que ce titre, Mais vous êtes fou. Ah oui. C'est quoi ce titre? Alors, qui dit Mais vous êtes fou? Alors, donc il y a le rap, on cherche un refrain. Du coup, moi, je fais appel à Dédiqué, qui est un DJ belge, un des meilleurs en Belgique et à Bruxelles. Et Dédiqué s'amuse à faire des scratchs et des sets avec des disques d'enfants. Les disques d'enfants sont des disques qui pouvaient venir d'une bande dessinée, d'une BD, d'un manga. Et dans ces disques d'enfants, il y a des disques qu'il utilise, dont il est très très fan, c'est Capitaine Flamme et Goldorak. Et il s'amuse à faire des passe-passe, c'est-à-dire passer d'un disque à l'autre avec des phrases. Et le producteur entend dans ces passe-passe « Mais vous êtes fou ». Et il dit « C'est quoi ça? D'où ça vient ?» On lui explique. Et il dit « Je veux ça dans le refrain ». Nous, on vient du hip-hop. On n'est pas très chaud. On lui dit, écoute, on dessin animé, pas trop. Voilà, on dit, non, c'est pas une question de dessin animé, c'est que c'est pas très hip-hop. On se dit, il y a d'autres refrains, plus trucs. Il dit, non, c'est ça qu'il faut mettre. On discute pas trop, on se dit, bon, c'est notre producteur, il nous donne une chance, on va le faire. Et il a eu une très, très bonne idée. Donc, ce Vous êtes fou, en fait, que tout le monde connaît, a été pris du vinyle de Capitaine Flamme. Capitaine Flamme. Ouais, Capitaine Flamme. Et le Oh oui, c'est Rigel dans Goldorak. Non, mais c'est fou. Enfin, pour le coup, c'est fou. Et on va l'écouter justement. Et qui l'accompagne? Benny B. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Oh oui. Et donc, le succès immédiat, et là, la promesse, puisqu'on parle d'immobilier dans Proprio à tout prix, c'est que tu offres une maison. Alors, le producteur vient chez moi, il me dit, voilà, écoute, tu vas t'inscrire à la SABAM. Moi, je découvre la SABAM, la SACEM. C'est la SACEM belge. Et là, après 6 mois, les premiers cachets arrivent. Et les montants sont... T'as jamais vu ça? J'ai jamais vu ça. Ouais. Je viens d'une partie de ma vie où il me faut 1 an pour m'acheter une paire de baskets. Et là, du jour au lendemain, je m'achète 50 paires de baskets en 1 seconde. Ouais. Donc, j'ai ce cachet-là et cette phrase me revient à la tête. Et donc, je parle avec les producteurs. Cette phrase que tu avais dit à tes parents en disant, le jour où je serai riche, je vous achèterai une maison. Mais je ne le dis pas à mes parents. Je dis au producteur, voilà, j'ai fait une promesse à mes parents, je vais acheter une maison. Je ne veux rien dire à mes parents, je vais leur faire une surprise. Le producteur me dit, t'es sûr? Je dis, ouais. Il me dit, OK. Quand d'autres auraient tout flambé, toi, tu te dis… Pour moi, c'était normal. Il n'y avait même pas discuté, même pas d'hésitation possible de toute façon. Et d'autant bien que j'habitais encore avec eux, donc j'habiterais là-dedans avec eux, mais je voulais faire un peu… C'est ce que faisaient un peu les Américains aussi à l'époque. Quand un Noir américain réussissait, c'est toute la famille qui venait habiter chez eux. Et moi, c'était un peu ça. Et donc, du coup, je sors de quartier des Molenbeek parce que je me dis qu'un jour, dans ma vie, j'aimerais bien habiter dans un quartier plus luxueux. Et je vais dans plus des de quartiers, verdure aussi. Voilà. Je vais dans des quartiers près du monument qui est chez nous, qui s'appelle l'Atomium, qui est un peu le monument que vous avez à la Tour Eiffel. Et par là, c'est un peu plus de verdure, des quartiers un peu plus luxueux. Ouais. Et là, je passe et je vois une maison qui est à vendre et je vais la visiter, seul. Et je retourne avec mon producteur, il regarde, on s'arrange pour le prix et tout ça. On se met d'accord, je signe le contrat.
Et un jour, il y a une émission qui est très très connue, je ne sais pas si je peux citer le nom Striptease, de ouais, Striptease. qui me dit on a envie de faire une émission avec toi. J'ai dit d'accord, mais j'aimerais que Il y a on une filme séquence la là-dessus. scène. Ouais. Et ils me disent ok. Et en fait, ils filment la scène où je prends mes parents, où je les emmène dans la maison et je leur dis voilà, Ah, c'est beau. votre maison. C'est- Et quel là, moment. c'était voilà, j'ai ce souvenir dans ce reportage que je vais garder à vie. Et je vois mes parents et je les vois en train de regarder la maison. Et ça, c'est ma plus grosse fierté. Voilà, c'est un truc de. C'était mon premier bien, mais c'était plus le leur, quoi. C'était un truc. Le bonheur d'être propriétaire, parce qu'ils n'avaient été que locataires jusqu'à maintenant, Ouais. et tu leur offres ce bonheur. Alors dans notre émission, évidemment, on sait ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça a fait pour tes parents, locataires, marocains d'origine, qui ne pouvaient pas se permettre. ne pouvaient pas se permettre, là, tout d'un coup, d'être propriétaires? Alors, déjà, ils étaient super contents. Ils avaient peur parce que même s'ils étaient propriétaires, c'est moi qui payais donc toutes les charges. mensualités, hein, les Ouais. charges et tout ça. Donc je prenais tout à ma charge. Et voilà, mais je voulais vraiment qu'ils soient chez eux et qu'ils aient surtout un confort qu'on n'avait pas, même si on louait des maisons, il n'y avait pas tout le confort dans les maisons. Dans les maisons qu'on louait, c'était des réchauds. Ouais. Souvent, soit au bois, au charbon. Il n'y avait pas de Il y avait pas de chauffage chauffage central. Ouais. Là, ils arrivent dans une maison où ils ont leur chambre avec leur propre salle de bain à eux. Alors, nous, à l'époque, c'était la salle de bain, on faisait la file. Pour les neufs. Ouais. Excusez-moi l'expression, mais les toilettes, on faisait la queue. Il fallait frapper à la porte pour faire sortir celui qui était en train de lire depuis une demi-heure une BD. Parce que... Et donc voilà, et là, on se retrouvait, mes parents avec leur chambre, ils avaient leur salle de bain. Nous, on avait une chambre à part pour les invités, on avait un salon, il y avait une cuisine équipée. Voilà, on ne connaissait pas non plus. Un chauffage central, alarme dans la maison, un garage de voitures. Donc vous voyez, quand vous entendrez ce titre, mais vous êtes fou, parce qu'on l'entend encore tout le temps, eh bien sachez que grâce à ce titre-là, tu as pu faire le bonheur de tes parents, de ta famille aussi, et puis ton propre bonheur aussi. On avait un jardin. Ah. Ça, c'est... pour ceux qui savent, Ouais. quand on habite dans les quartiers où j'habite et on n'a Avec pas de des jardin, enfants en plus. en fait, à l'époque, nous, on n'avait qu'un balcon. Les enfants jouaient dans un balcon. Et un balcon, je ne sais pas si vous avez ça ici, ce n'est pas une terrasse. Ouais, non. Un balcon, c'est 1 mètre carré, c'est 1 mètre sur 2, Ouais. et avec des grillages en fer. Et on s'amusait à regarder les voitures passer. Ça, c'était notre jardin. Ouais. Là, on avait un vrai jardin qui donnait sur un champ à l'arrière. Donc, on Ouais. avait une vue, c'était des perspectives qu'on n'avait pas à l'époque. C'était pas de vis-à-vis. Et tout ça, ça a été un moment très, très important pour moi, mais pas que pour mes parents, pour mes frères et sœurs qui venaient rendre visite, qui venaient là, et des réunions de famille. Donc, ça a été, c'était quelque chose de très important. Et en revanche, il y a quelque chose que tu as gardé de tes parents, c'est ce côté locataire, parce que tu as pu, et là encore, l'immobilier t'a servi à te créer un capital au moment où tu recevais beaucoup d'argent, beaucoup de droits d'auteur. Tu t'es acheté des biens que tu as revendus depuis. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que après la célébrité, ça s'est calmé parce qu'il y avait d'autres groupes émergents qui arrivaient et voilà, on ne pouvait pas lutter, hein, donc tous les groupes que vous connaissez. Donc ça s'est calmé et puis moi j'avais envie de faire autre chose. On s'est séparés avec le groupe parce que ça faisait 3 ans non-stop, c'était 3 ans vraiment intenses. J'avais l'impression d'avoir raté quelque chose dans ma vie, donc on se décide d'arrêter tous d'un commun accord. Moi j'ai envie de créer une famille. Voilà, j'ai envie de créer une famille. Je rencontre la mère avec laquelle je vais avoir deux garçons. J'ai 2 garçons et je me reconstruis et je reconstruis une nouvelle vie avec mon nouveau travail, ma nouvelle vie. Donc j'achète une maison avec mon nouveau travail, une petite maison que je revends ensuite le double du prix. C'est ce qu'on dit toujours ici. Hein. Voilà. Il faut investir pour après voilà. revendre. Mais exactement, j'ai Parfait. vraiment vendu le double du prix. Et Ouais. avec le double du prix, j'ai pu acheter un immeuble de rapport. Et puis, Que tu as revendu à la découpe, comme on dit. Après. alors l'immeuble de rapport, moi j'y habitais et je louais. J'avais des locataires. Puis ça commence à devenir un peu plus compliqué parce que voilà, c'est la crise. On commence, même si voilà, j'étais quand même un bon propriétaire, voilà, j'avais des bons les loyers voisins. impayés. Il commençait à avoir des problèmes de loyer. Et puis à ce moment-là, quand je sortais un peu de ce que j'étais, je commençais à devenir un peu le propriétaire, à réclamer le loyer, Ouais. à devoir aller chez le juge parce que 6 mois de loyer n'avait pas été payé. Je ne me C'était pas retrouvais ta plus là-dedans, nature, c'est quoi. pas mon Ouais. truc. Ouais. Je veux dire, voilà, il faut aimer l'immobilier, il faut être dedans. Et moi, je n'avais pas envie de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé l'immeuble en 3 et au lieu de vendre l'immeuble en une seule pièce, j'ai vendu appartement par appartement. Ça, c'est l'astuce de BDB. Ça, c'est bien Oui, parce oui, que effectivement. tu viens nous donner la petite astuce. Vendez à la découpe. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est Une bien. plus grande plus-value. Un appartement coûte plus cher qu'une maison. Ouais. Et quand vous faites le calcul, 3 appartements valent de toute façon plus cher qu'un bien. Donc pour des gens qui ont un immeuble et qui, par exemple, n'est pas séparé, mais dans lequel il y a 3 appartements, s'ils arrivent à aller
comme chez nous, le cadastre et tout ça, séparer les appartements et les vendre par appartement séparé, ça rapporte toujours plus d'argent. Alors, Benny B, consultant de propriété à tout prix, qui nous explique ça, c'est magnifique. Et donc, tu as tout revendu. Alors, j'ai revendu, pourquoi? Parce que je suis parti vivre, j'ai quitté la Belgique pour vivre 2 ans à Nîmes. À Nîmes, et ça, on ne le sait pas, oui. Tu as vécu à Nîmes. J'ai vécu 2 ans à Nîmes, donc 2014, 2015, 2016. Locataire. Locataire, donc j'ai découvert les pavillons qu'il y avait à Nîmes, dans le sud, celui-là, piscine. C'était magnifique parce que je découvre une vie dans le sud de la France, alors que moi je viens du nord où il fait froid, le nord. Et je suis bien. Et puis jusqu'à un moment donné où je commence à me lasser. Ouais. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, pourtant je trouvais c'est beau. C'est pas loin de Montpellier, tous les week-ends j'allais à Montpellier, c'est pas loin de Marseille, c'est la situation, alors surtout le climat. Hein, parce que... Et du coup, je me dis, je vais partir. Je quitte Nîmes et j'y vais à Marrakech. Pareil, pour un même cycle de 2-3 ans. 2 ans. 2 ans. Et surtout parce que mes 2 garçons avec qui je m'étais séparé de la maman vivaient, ils étaient scolarisés à Marrakech, donc je voulais me rapprocher d'eux. J'ai vécu à Marrakech et je me rends compte qu'après 1 an et demi, je ne suis plus très bien non plus. Alors je retourne à Bruxelles. Je retourne en Belgique, ça tombe bien parce que quand je retourne en Belgique, je signe un très très gros contrat, la tournée Star 80. Et donc là, tu reviens à Benny B alors que tu avais pendant 10 ans, Benny B n'existait plus, tu étais manager, tu travaillais dans une société. Non, pas vraiment. En fait, j'étais manager jusqu'en 2011. Ouais. En 2011, une tournée m'est proposée. Je décide de quitter la société, mon travail en tant que manager, pour reprendre cette tournée. Ce n'était pas seulement à cause de cette tournée, hein. C'est parce qu'en 2005, il y a eu des revivals, des nouvelles émissions qui étaient « Que sont-ils devenus ?» On venait me filmer de France, on venait me faire des émissions et tout ça, ça m'avait titillé. Tu t'es rendu compte que tu avais encore un coup à jouer. Que le public me réclamait. Et là, je me suis dit, tiens, je vais revenir à mon premier amour, c'est-à-dire la scène, mon public. Je l'ai découvert en 2011 en refaisant cette tournée alors que ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas tourné. Quand je fais cette tournée-là, je découvre en fait que le public est toujours là et je décide de ne plus arrêter. Donc depuis 2011, ça fait 14 ans que je vis de la scène. Et donc, voilà, je retourne en Belgique. Là, je signe la tournée en 2018. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ma base, ça resterait Bruxelles. En revanche, tu n'achètes pas. Tu vas avoir la liberté du locataire. Voilà. Parce que je me dis, j'ai pas envie de tomber dans le piège, ou si jamais j'achète, que je regrette, qu'il va falloir de nouveau vendre. Parce que je me suis rendu compte qu'en étant locataire, je peux partir quand je veux. Je peux aller où je veux, et pas seulement qu'en Belgique. Hein. Je peux changer de commune, je peux changer de ville, mais je peux aussi changer de pays. Parce que je pense qu'un jour, je vais vouloir partir vivre peut-être 2 ans en Espagne, peut-être 1 an en France de nouveau. Et ça, on peut le faire quand on est locataire et quand on n'est pas. Alors oui, on peut le faire très bien aussi quand on est propriétaire, mais il y a plus de contraintes. Parce que... Si un jour tu vas vivre en Espagne, je vais déposer les droits. C'est pero está loco, oh si, pero está loco, oh si. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a une version espagnole de super. Si, ça existe vraiment. Est-ce qu'il y a une version anglaise aussi? Alors, ils disent version anglaise, mais c'est seulement le refrain où il y a quelqu'un qui parle, un DJ, mais le rap est en français. Mais Vous êtes fou en espagnol existe vraiment. Et c'est B2 Cine Segrega B, a mí me llama Benny B, todo el mundo lo sabe. Ah, muy bien. Oui, bien, on va être à l'international aussi. Tiens, est-ce que tu peux, puisque je le disais, tu fais plus de 30 dates en France chaque année. Là, la prochaine, c'est en mars à Nice. Oui, à Nice. Et puis, vous allez sur les réseaux sociaux, évidemment. Exactement. Vous suivez Benny B, vous connaîtrez les dates. Tu peux nous le faire un peu a cappella depuis le temps que je sais. Ouais, tu te souviens des paroles? Ça manque plus que ça. Non. Alors, c'est simple. Hein. Alors, c'est comme ça. B-E-2-N-Y-B, mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaye de défendre mes droits. Partout où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers soi-disant mal fréquentés où la PJ y passe les 3/4 de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous? Oh oui, c'est fou. Pas un mot n'a changé depuis 1989. Non, pas un mot. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une traduction qui traîne sur les réseaux sociaux que les gens utilisent parfois. Et il y a 2 phrases ou 3 phrases qui sont complètement hors contexte et que les gens croient que c'est moi qui ai écrit ça. Par exemple, dans le 2e couplet, je dis « Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort ». Et les gens persistent à croire que je dis « le monde est beau ». Et en fait, ce n'est pas le monde est beau, c'est le move est fort. Le move, c'est le mouvement, en fait.
Et donc, c'est pas le monde est beau. Et les gens, parfois, ils viennent, ils chantent, et ils me disent ouais, que le monde est beau. Et je suis là, je dis oui. Que le move est fort. C'est le move est fort, en fait. Bon, on a rectifié. Merci beaucoup, Benibi. Merci d'être Paul. venu. Avec Évidemment, plaisir. on continue à te suivre Gentil. sur tes dates. On continue à t'écouter, évidemment. Moi, je vais faire écouter d'ailleurs à mes enfants le « Mais vous êtes fou, oh oui ». Parce que moi qui dis toujours « Ne me réponds pas », là, en fait, on répond. Si le parent dit « Mais vous êtes fou », les enfants qui répondent « Oh oui », il y a un côté un peu subversif. Oui, je crois que c'est ça qui marche aussi. Parce que le oh oui, c'est le oui de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il sait où il va. Et souvent, les jeunes, on a souvent tendance, nous, en tant que parents, à essayer de les protéger, de les surprotéger, en essayant de dire que ce qu'ils font, c'est peut-être pas bien. Et en fait, ils savent, vraiment, et je le dis maintenant pour la génération aujourd'hui, parce que souvent on dit, on n'a pas envie de faire des enfants, parce que les enfants d'aujourd'hui savent ce qu'ils font. Ils sont nés à leur époque, ils savent qu'il faut laisser faire les gosses. Après, voilà, il ne faut pas exagérer, c'est dans l'extrême. Ouais. Mais il faut faire confiance à ses enfants. Moi, j'en ai 4 et vraiment, c'est le métier le plus dur au monde. Mais j'essaie de les encourager et surtout, j'essaie de ne pas faire l'erreur d'aller je suis trop bien placé pour le savoir. Oui, il faut les laisser un peu Il libres. faut les laisser, ouais. S'ils sont fous, on les laisse être Et fous. surtout s'ils sont fous. Merci beaucoup. Benibi, Avec plaisir. BE2NYB, était dans Proprio à tout prix aujourd'hui. Merci, vraiment, c'était une Merci à interview vous. top. Avec plaisir. Merci. Merci.